Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravie de vous retrouver pour ce nouveau webinaire. Je vous laisse arriver dans la salle virtuelle et on démarre dans 5 petites minutes. C'est bon, voilà, bonjour. Parfait. Merci docteur, oui. Bonjour. Voilà. Donc, alors, je vous entends parfaitement. Est-ce qu'on aura le plaisir de vous voir? Ben là, je suis devant la caméra. Vous êtes devant la caméra. Alors, il faut peut-être actionner le petit rond à côté du micro, la barre tout en haut. C'est bon, parfait. Là, ça y est. Faire une vidéo, c'est bon. Okay. Très bien, très bien. Enchantée. Enchantée, donc je vous écoute. Merci de votre présence. Alors, nous avons 118 inscrits. Ah bon, déjà, voilà, le sujet intéresse. 35 participants sont déjà là. Si vous voulez bien, docteur, on démarre dans 3 petites minutes. OK. Le temps que tous les participants arrivent. Très bien. Voilà. Bon, je reviens à ce moment-là parce que je passe un coup de fil déjà parce que j'ai un truc à faire. Donc, j'enlève… Vous enlevez le son. C'est bien. C'est bon. Alors, pour les nouveaux arrivants, je vous souhaite la bienvenue. Je vous remercie d'être aussi nombreux à ce nouveau webinaire pour une thématique éminemment prégnante, intéressante, puisqu'on parle beaucoup de stress post-traumatique en période de Covid. On parle de stress post-traumatique après des attentats, malheureusement, des agressions, des violences sexuelles, de l'inceste. Le panel de contextes de vie personnelle ou même professionnelle dans lequel peut s'inscrire ce syndrome de stress post-traumatique est extrêmement large. Nous avons 1 heure pour vous en parler et pour vous aider à orienter au mieux les agents et les salariés que vous rencontrez qui vous évoquent ces troubles-là, ces problématiques-là. Donc, on vous laisse arriver. Vous êtes quasiment 50 participants. Il est 14h02. Nous démarrons à 14h05. Je vous remercie de vous manifester dans le chat pour me dire que vous m'entendez bien. Et en attendant, comme d'habitude, vous pouvez télécharger une documentation extrêmement prégnante et intéressante dans l'onglet Slide Documents et Files. Voilà. Dans l'onglet Documents, vous avez beaucoup de documentation que vous pouvez d'ores et déjà télécharger. Bonjour Clémence. Oui, les webinaires antérieurs sont disponibles en replay sur notre chaîne YouTube. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de vous manifester. Docteur Véléa, comme vous voyez, je suis là. Chat, voilà, on a un chat. Nos participants n'hésitent jamais à poser des questions. On y répond avec le plus de réactivité possible. Donc, c'est un exercice extrêmement interactif. Ce n'est pas un cours ni de psychiatrie ni de droit. Alors, j'espère que vous arrivez tous à vous connecter. Si vous avez du mal à vous connecter, n'hésitez pas à sortir et à revenir. À télécharger aussi tous les documents. Concernant les replays, je vous envoie tout de suite le lien vers la chaîne YouTube du cabinet. Et là, vous aurez accès à tous nos webinaires, à tous nos replays que vous avez aussi d'ailleurs sur notre site internet, à la page Lire, voir et entendre. Voilà, sur le site du cabinet. Je vous l'envoie aussi et on va démarrer immédiatement. Là, et là, vous avez aussi intégré tous les documents, des podcasts, des points pratiques sur ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Toutes les questions que vous avez posées dans le chat à l'occasion des précédents webinaires. Donc, n'hésitez pas, vous êtes sur notre chaîne YouTube et sur notre site internet. Et je vous mets aussi en lien le site internet du docteur Véléa qui est extrêmement complet. Et vous aurez la possibilité aussi de le joindre, alors soit sur le téléphone indiqué, soit par Doctolib. Est-ce que ce que je dis est correct, docteur? Oui. Oui, très bien. Parfait.
Alors écoutez, il est déjà 14h05. On va peut-être démarrer immédiatement. Donc, je rappelle la thématique du jour, c'est le syndrome de stress post-traumatique après une agression ou après un accident. L'idée, c'est d'envisager avec un prisme aussi large que possible que recouvre cette fameuse notion de stress post-traumatique, qui est très largement sous-évaluée en droit, quelles que soient les matières du droit, pas seulement dans le cadre des expertises, mais ça, j'y reviendrai un peu plus tard. Ce sera sur ma partie juriste-avocat. J'ai surtout le plaisir de faire intervenir aujourd'hui le docteur Dan Velea, qui est psychiatre et qui est un éminent spécialiste, un conférencier très régulier sur ce type de questions, qui est aussi psychothérapeute addictologue. Je vous laisse vous présenter, docteur Velea. Bon, voilà. Merci. Donc, Dan Velea, donc je suis, comme ça a été dit, psychiatre et addictologue. Donc actuellement, je suis que libéral. Avant, j'étais aussi responsable de pôle hospitalisation à Marmottan, donc c'était l'hôpital des addictions, et sous la psychiatrie, on va dire lourde et adulte, dans le Val-de-Marne, au Kremlin-Bicêtre. Donc voilà, donc passionné par le sujet du stress, pas seulement le stress post-traumatique, mais le stress en général. Et puis donc évidemment après d'autres types de déclinaisons. Très bien. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup. Alors pour rentrer directement dans le vif du sujet, alors si vous voulez bien, docteur Velea, juste je préviens parce qu'on a eu un petit bug il y a 2 semaines de ça. Il faut surtout pas appuyer sur le petit téléphone rouge, sinon ça arrête la session au-dessus de l'écran. Voilà. On peut surtout pas appuyer là-dessus. Je l'ai pas croisé, donc je peux pas toucher. D'accord, parfait. Voilà. Et je vous propose que quand je parle, vous éteignez votre micro. Quand vous parlez, j'éteins le mien. Comme ça, le son est meilleur pour nos participants. Voilà. Bon. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet avec le docteur Velea, qui va intervenir très en profondeur pendant la première demi-heure. Bien évidemment, ce sera un échange entre lui et moi. On basculera des notions de psychiatrie médicale aux notions de droit et pratiquement comment ça s'incarne, comment ça s'exerce, comment ça se défend, comment on se répare après des contextes de stress post-traumatique, importants ou moins importants. Je vais en introduction, et je vous demanderai d'intervenir juste après, docteur Velea. Je vais vous passer une toute petite vidéo du magazine de la santé. Alors, c'est une émission qui date d'il y a 8 ans, animée par Michel Simès, que vous connaissez bien. J'imagine que tout le monde connaît assez bien. C'est juste les 2 premières minutes et c'est assez intéressant parce qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet et ça nous permet d'envisager l'amplitude de cette notion de stress post-traumatique. Accident, attentat, violence ou agression sexuelle, à tout moment la vie peut basculer dans l'horreur et ces événements peuvent avoir des répercussions psychologiques dramatiques. On considère qu'au moins 10% des femmes et 5% des hommes victimes de ces événements développent un stress post-traumatique. Oui, ce syndrome peut se développer chez les victimes, mais également chez les témoins d'un événement traumatisant. Alors au début, la personne semble faire face, et puis sans cause apparente, les troubles vont apparaître, cauchemars, images violentes. La victime est emprisonnée dans des souvenirs qui lui font sans cesse revivre le traumatisme, et ces souvenirs vont entraîner un changement de son état émotionnel et physique. Elle va éviter tout ce qui peut lui rappeler les faits, ce que les spécialistes appellent un comportement d'évitement. Elle peut également être en état d'hypervigilance et sursauter au moindre bruit. Ces troubles peuvent s'accompagner d'un manque de concentration et d'une insomnie. Et puis progressivement, c'est toute l'identité qui va être fragilisée. Les victimes sont convaincues que leur vie est détruite, qu'ils ne peuvent plus rien entreprendre, elles sont comme paralysées. Une de nos équipes s'est rendue à l'hôpital Tenon à Paris où un service de psychiatrie accueille des victimes de stress post-traumatique. Étienne Meunier et Mélanie Morin ont rencontré Aurore, une jeune femme abusée sexuellement. Alors, docteur Velea, sans détour, est-ce que les manifestations du stress post-traumatique, est-ce que c'est vraiment aussi grave que c'est décrit dans ce reportage? Écoutez, c'est un très très bon résumé des critères qu'on a par rapport au DSM-5, donc qui est la Bible de la psychiatrie, par rapport à tout ce qui est stress post-traumatique. Donc il s'agit souvent, donc là il y a peut-être une phrase que Hélène Carrère-Roncos avait dit, mais que c'est quelque chose qui apparaît plutôt retardé dans le temps,
on sait qu'il y a des gens qui peuvent avoir des manifestations qui nous inquiètent déjà tout de suite après l'événement. Que ce soit un attentat, que ce soit un viol, que ce soit un décès, que ce soit différentes choses. Donc, ce qui est intéressant, c'est que on est en consultation. J'imagine que pour vous, ce qui vous intéresse en droit, c'est justement quelles sont les manifestations et comment prendre en charge, comment aider ces patients, ces victimes dans le cadre d'une reconnaissance du stress post-traumatique. Donc, les critères sont très simples, c'est ce qu'elle avait dit, ce sont les conduites d'évitement, donc c'est des gens qui ne veulent plus du tout prendre la voiture suite à un accident de la route, prendre un transport en commun si c'est un accident d'avion, un attentat, fréquenter par exemple le Bataclan, pour beaucoup de victimes du Bataclan, c'était une image insurmontable, ainsi de suite. Donc, ce sont tous ces évitements qui sont liés à la période traumatique, mais malheureusement, on assiste de plus en plus, si on n'intervient pas rapidement, à tout un repli sur soi, donc les gens qui restent enfermés chez eux et qui ne sortent même plus pour acheter le pain. Elle décrit très bien ces conduites d'irritabilité qu'on peut voir. Donc on peut avoir des gens qui, suite à un crissement de pneus, peuvent avoir des réactions d'une violence inimaginable, ou ne serait-ce que l'évocation d'un accident, d'un attentat. On l'a vu récemment avec l'attentat contre Samuel Paty ou contre la jeune policière à Rambouillet. Tous ceux que je connaisse qui ont vécu des attentats, qui ont vécu les attentats terroristes du Bataclan ou d'autres, ont très très mal réagi et ça a réveillé en eux quelque chose de terrible sous le mot de la réviviscence. Donc ça, c'est réviviscence, c'est un terme important. Je revis sans cesse le contexte du cauchemar, le contexte parce que c'est un cauchemar ce qu'ils vivent. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on assiste à une dissociation des fois qui peut être défensif pour des victimes. Ça veut dire les gens qui ne sont pas forcément dans le souvenir exact de tous les éléments. Ça se passe au niveau de tous les sens. Ça peut être déjà auditif et visuel, évidemment. Mais ça peut être aussi, ne serait-ce que olfactif, des gens qui se rappellent l'odeur de la poudre du sang. Ça peut être au niveau gustatif, il y a un goût qui se produit dans la bouche et qui n'en peuvent plus, ou quelque chose au niveau de la synesthésie, de la kinesthésie, au niveau corporel. Donc on assiste à tous ces tableaux chez les gens et on essaye aussi, parce que beaucoup d'entre eux font des cauchemars, beaucoup d'entre eux de nuit, donc des terreurs nocturnes, on essaie de les rassurer de plus en plus parce que l'une des constantes communes dans ce type de pathologie, c'est aussi un syndrome de culpabilité. C'est le syndrome du survivant. Pourquoi moi j'ai survécu? Pourquoi les autres sont victimes? Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que? Et je me sens très coupable par rapport à ça. Et ça, c'est peut-être un aspect, ce que je veux dire, ça peut choquer, mais c'est un aspect très positif parce que ça nous permet de donner un sens à leur existence. Le fait que vous avez survécu à ce type d'événement, c'est parce que vous devrez profiter de la vie. Accrochez-vous là-dessus et ne tombez pas dans le piège de vous considérer comme des imposteurs, comme des profiteurs d'un traumatisme. Merci beaucoup, Dr Velea. Pour rebondir sur ce que vous dites sur le syndrome de culpabilité, puisque la plupart de nos participants sont des assistants sociaux, des RH, des médecins du travail. Est-ce que, parce que l'idée de ces webinaires, c'est d'aider précisément tous ces professionnels qui interviennent directement avec les salariés et les agents sur des problématiques professionnelles, mais aussi sur des problématiques personnelles et qui doivent les orienter. Est-ce que vous diriez d'une certaine manière que peut-être la première chose que pourraient faire ces professionnels, c'est de les aider à se débarrasser de cette culpabilité, justement pour faire émerger tous les aspects, je dirais, techniques, médicaux, psychiques, de ce que recèle le stress post-traumatique? Il y a plusieurs aspects dans la question que vous avez posée. Premièrement, essayons de faire un peu dans l'historique de la prise en charge de ces patients. La plupart de ces victimes-là ont vécu un traumatisme. Je pense aux attentats de 95, donc Port-Royal. Je pense à tous les attentats qu'on a vécu par la suite. Je pense aussi aux accidents de train, celui de la gare de Lyon. Et là, ce qui était important, moi j'étais médecin de SAMU jusqu'en 95, donc on était quand même confronté à ce type de situation. Il y a tout de suite, lors d'un traumatisme, lors d'un accident, lors de quelque chose qui prend une ampleur de ce genre-là, deux attitudes, deux comportements qu'on doit avoir, c'est le débriefing et le diffusing. Un débrief rapide, ça se fait avec les soignants. On prend les soignants qui ont été témoins à quelque chose où ils ont vu des gens mourir, ils ont vu des gens qu'ils ont essayé de sauver et qui meurent face à ça. Il y a un traumatisme énorme qui s'installe et très peu de gens vont le reconnaître. On est dans cette fierté-là du soignant, de l'intervenant, et on n'a pas du tout envie
d'avouer une faiblesse. Donc, on permet à ce moment-là de débriefer sur ce qu'on a vu, ce qui s'est passé, ce qu'on aurait pu faire mieux, mais qu'on n'a pas pu. Donc, il y a déjà un premier pas vers la déculpabilisation. Les gens qui assistent à ce type de débriefing sont formés, ils décèlent tout de suite à peu près ceux qui risquent d'avoir des troubles par la suite. Parmi les soignants, je parle. Dans les attitudes de diffusing, on va prendre la masse, justement, ce qui était fait, par exemple, au Bataclan, où les gens qui étaient, certains enfermés dans une pièce, certains dans un coin. Déjà, il y a eu une répertorisation de ces gens-là en termes d'identité. Les flics étaient quand même confrontés. Après coup, on est tous des grands sauveurs et des grands héros. On savait qu'il y avait 4 agresseurs, mais là, sur le coup, on ne savait pas qui était agresseur, qui était victime. Donc, c'était vraiment tout un travail où tout le monde était tendu. C'était dans le noir, il y avait les odeurs, il y avait tout ça. Je vous épargne les détails, c'était quelque chose de terrible. Mais ce qui a été fait à ce moment-là, c'est justement discuter aussi avec les gens, essayer de créer déjà un premier tissu relationnel, un premier niveau. Donc, des groupes de parole. Il y a eu des groupes de Facebook, il y a eu des groupes de ce genre-là pour que les gens puissent échanger avec eux, avec le contact avec des psychologues spécialisés, des intervenants sociaux qui étaient spécialisés là-dedans. Des orientations vers des consultations en post-traumatique et justement tout ce qu'il fallait mettre en place par la suite. Petit à petit, on s'est rendu compte que sur la plupart des victimes sauvées de cet attentat, je prends cet exemple parce que c'est le plus récent et le plus imprégnant pour nous, la plupart de ces gens-là, dans l'immédiat, avaient l'air d'aller mieux. Ça se calmait, c'était bon, je reprends des activités. Certains étaient un peu impactés, ne sortaient pas de chez eux, replis sur soi, donc il fallait mettre l'accent là-dessus en termes de soins. Malheureusement, on s'est rendu compte tout de suite que ceux qui avaient l'air d'y aller très bien tout de suite au début, finalement, c'est ceux qu'il fallait surveiller de près, parce que petit à petit, ils sont rentrés dans un véritable stress post-traumatique à peu près à 6 mois. Avec des attitudes, des syndromes dépressifs, des tentatives de suicide, des surconsommations d'alcool, de médicaments. Moi, je suis addictologue aussi, donc j'ai dû soigner ce type de problème. Et ça, c'est quelque chose qu'on connaît en médecine de guerre, déjà en médecine de catastrophe. Quand vous arrivez sur le lieu d'une catastrophe, il y a une situation simple. Ceux qui hurlent le plus, on les passe en second lieu. Ceux qui sont silencieux, on voit tout de suite. Où est-ce qu'ils sont décédés, ou est-ce que c'est des gens qui sont choqués. Et c'est cela qu'on va s'occuper d'abord, les gens choqués. Ceux qui hurlent, c'est qu'ils ont des blessures, mais qu'ils ont encore un état de conscience. On s'occupe aussi. Donc, c'est à peu près la même chose. C'est pas parce que sous le coup, les gens, ils avaient l'air très calmes, oui, je rentre chez moi, je fais tout, qu'on doit les occulter. C'est eux qui se retrouveront de plus dans des consultations, que ce soit de médecine ou d'intervention sociale ou de droit, et qui auront peut-être le moins d'éléments à exposer, parce qu'ils n'ont pas fait valoir ce qu'il fallait faire valoir à l'époque. Donc, évidemment, on ne va pas apprendre aux gens comment être victime pour prévenir tout ça, mais nous, on doit le savoir. Ensuite, il y a quand même, par rapport aux différents types d'étapes qu'on va mettre en place, ils arrivent, donc des consultations sont en place. Il y en a malheureusement très très peu. Il mentionnait Tenant tout à l'heure, malheureusement, GL, donc c'est le patron de Tenant, il est parti aux Antilles avec toute l'équipe, donc là, je ne sais pas qui s'occupe de ça. Donc, il y a très peu de gens, même si vous posez la question à des psychiatres, des psychologues qui s'occupent en post-trauma, il y a très peu de gens qui sont là-dedans. Parce qu'il y a une formation spécifique, parce que c'est un temps quand même, il y a une énergie psychique énorme qu'on doit mettre en place. D'autres manières d'organisation, évidemment, c'est un travail qu'il ne faut surtout pas le faire le médecin qui fait tout. C'est un travail pluridisciplinaire parce que ça concerne tous les niveaux. Après, ça dépend du type de post-trauma. Évidemment, quand c'est des actes individuels de type viol ou une agression dans la rue, ça c'est tout autre chose. Ça dépend aussi de l'impact social et surtout de la réaction médiatique qui est autour. Quel conseil vous donneriez, docteur Velléa, à ces professionnels de l'entreprise ou de la fonction publique? On a aussi beaucoup d'assistants sociaux qui font partie, par exemple, de la PHP, ou donc de médecins du travail. Quel conseil vous leur donneriez pour mener des entretiens avec des personnes qui viennent soit dire, alors de manière très claire, qu'elles se sentent extrêmement stressées, suite, soit un attentat, soit une agression, un accident, ou peut-être des choses moins importantes. On reviendra sur les contextes, je dirais, moins importants. Et face à des personnes qui, comme vous l'avez décrit, sont parfois ceux qui ont les symptômes les plus lourds, ceux qui ne parlent pas. Comment est-ce qu'un professionnel au sein de l'entreprise, qui est parfois le premier professionnel que la personne va rencontrer, parce que les personnes n'ont pas l'idée forcément d'aller dans une consultation spécialisée à l'hôpital ou d'aller voir un psychiatre, on est toujours un petit peu frileux. D'une certaine manière, voilà, la question que je vous pose, c'est que
finalement, ce que me disent beaucoup d'assistants sociaux, c'est qu'ils se retrouvent avec cette responsabilité-là, quoi. Qu'est-ce que je fais de ce que me dit la personne? Vers quoi je l'oriente? Et précisément, surtout, quand la personne quand les professionnels, je ressens, comme vous l'avez très bien décrit, que la personne a subi beaucoup plus que ce qu'elle veut bien dire. Comment, voilà, quel est le premier chemin vers lequel il faut l'amener? Est-ce qu'il faut l'amener tout de suite, lui dire, allez voir un médecin, allez voir un psychiatre ou allez voir votre médecin traitant ou aller dans une consultation spécialisée? Ou alors, est-ce que ces professionnels-là, et j'en aurais terminé, doivent au contraire y aller par petites touches impressionnistes, essayer de garder le contact avec le salarié et l'agent pour essayer de bien comprendre ce qui s'est passé sans trop les brusquer vers une démarche un peu hâtive? Voilà la question. On va partir du principe que la rencontre qui est faite par le professionnel avec ses victimes, c'est une première rencontre. Donc, c'est la plupart des cas, c'est les gens, c'est la première fois qu'ils viennent demander un conseil, même si, par exemple, au commissariat de police, suite à un viol ou suite à un accident ou suite à quoi que ce soit, les policiers ont fait le travail, ils ont essayé de débriefer ou d'orienter. Donc, à ce moment-là, la meilleure attitude, c'est une attitude d'écoute. C'est une attitude où on est empathique, évidemment. Sans empathie, c'est pas la peine de travailler ni dans le médical, ni dans le social, ni dans le droit, ni dans quoi que ce soit. Donc, on écoute les gens. On peut essayer de prendre des notes, mais si on évite aussi de faire le côté didactique, on le met dans son cahier parce que le patient ne va pas apprécier ça, la victime ne va pas apprécier ça. On essaie de dérouler un peu le fil des événements. Des fois, c'est utile de dire, si c'est quelque chose de très médiatique, je suis au courant de ce qui s'est passé, mais sans rentrer dans des détails où le patient peut se dire, mais peut-être celui qui est en face de moi, il est peut-être plutôt fasciné par mon histoire, il prend toute mon histoire comme si c'est la sienne. On reste neutre, on essaye de rester neutre, c'est difficile, c'est archi difficile, et on essaie de situer un peu l'historique de la personne en termes de vécu traumatique, en termes de fragilité préexistante, en termes de voir comment ça se passe pour la personne maintenant, après l'agression. Il ne faut pas oublier qu'on se retrouve souvent aussi à des conjoints, face à des conjoints ou des gens qui ont vécu par procuration ce type d'acte. Et on essaye de voir s'il y a vraiment des éléments peut-être d'orientation immédiate vers un service médico-social, psychologique, pour pouvoir mettre en place quelque chose. C'est pas honteux de se déclarer des fois peut-être pas assez compétent, pour ne pas dire incompétent, si on n'est pas formaté en disant écoutez, allez voir un service tel. Donc avoir un réseau déjà, travailler sur un réseau. Quand on fait partie déjà de ce type de réseau et qu'on connaît, donc on essaye de faire un peu le listing de signes que le patient présente, des démarches qu'il a pu faire jusqu'à présent, et on essaye de lui poser la question qu'est-ce qu'il attend aussi maintenant. Il a franchi le pas. Est-ce que c'est une prise en charge médicamenteuse, psychothérapeutique? Est-ce que c'est une reconnaissance du préjudice qui était subi? Mais il faut surtout pas tomber dans un excès de survictimisation, parce que malheureusement, on est dans une société où on est survictime de tout. Là, on va se trouver après le Covid avec des tas de procès contre je ne sais pas qui, parce qu'il n'y a pas eu ça, parce qu'il n'y a pas eu d'attitude, parce qu'il y a eu... On va se trouver avec tout. Il faut évidemment pas relativiser ou banaliser les traumatismes des gens, mais il faut leur dire d'emblée qu'ils doivent se réparer et ils doivent commencer à fonctionner. On peut leur donner des tas d'exemples sur ces manières d'adaptation, sur ces manières un peu de conduite qu'on peut avoir. On travaille sur l'exposition, sur le fait, allez-y à nouveau au Bataclan, allez-y faire des rencontres, même s'il y a eu un viol de nuit, évitez de vous enfermer chez vous, ne plus sortir. Les gens qui sont agressés dans la rue, ainsi de suite, ne pas tomber dans des pièges de radicalisation, d'extrémisme vis-à-vis de telle ou telle catégorie d'agresseurs ou quoi que ce soit. Docteur Véléa, une de nos participantes, Virginie, pose une question extrêmement intéressante. Est-ce qu'un événement grave produit forcément un traumatisme? Ou est-ce que vous avez des personnalités comme, alors je dirais, excusez-moi d'emprunter un langage peut-être pas psychologie de bazar, mais qu'on entend beaucoup. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont plus résilientes que d'autres, sur lesquelles il ne faut pas forcément s'affoler? Voilà, la question est très, très intéressante. Un événement grave produit-il forcément un traumatisme? C'est par rapport à ça que j'ai parlé de la survictimisation, parce que on a tous rencontré des gens qui ont vécu des situations terribles eux-mêmes ou à travers leur famille et qui ont réussi à faire face. Ils se sont adaptés,
résilience, comme l'appelle Cyrulnik, c'est un excellent concept, surtout de la part de quelqu'un qui a vécu lui-même la déportation et le non-retour de ses parents. Donc, on sait très bien que c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle. Et je trouve que la résilience, si on prend le thème résilience, il y en a beaucoup, évidemment, qui, peut-être par jalousie ou par incompréhension, attaquent Cyrulnik sans arrêt. Mais même Cyrulnik a été très honnête, il a dit que le concept de résilience vient de la physique des matériaux. C'est Fritz Redel, c'est un physicien atomiste, qui parle des particules qui sont en train de se heurter. Et que ces particules-là peuvent se heurter et peuvent se distancer sans problème. Et qu'il n'y a pas le moindre impact au niveau du choc qui a été subi. Après, il va avec des théories moléculaires, atomiques, en disant que peut-être les atomes, ça a fait quelque chose, mais que les atomes se remettront aussi à leur place. Et c'est le concept de résilience, c'est exactement ça. On peut se réparer, on peut recoller les morceaux et fonctionner autrement. Évidemment qu'on peut avoir des gens qui ont vécu des situations où on se dit c'est horrible, rien qu'à entendre, rien qu'imaginer, et qui se disent mais ma vie continue. J'ai des patients ici, malheureusement, sont très âgés et qui ont vécu des situations de la Seconde Guerre mondiale, de déportation, des gens qui ont vécu des meurtres, des gens qui ont vécu tout ce qu'on peut mettre, et qui sont en train de se battre. Et évidemment qu'on peut avoir des gens qui ont vécu des traumatismes, on va dire entre guillemets, mineurs, que nous on estime mineurs, mais que pour eux ça a pris un tel impact que ça les a déstabilisés complètement. Donc ni banaliser, ni trop dramatiser les situations. Merci beaucoup, docteur Véléa. Autre question aussi très importante. Claudine nous dit, c'est vrai qu'en tant qu'assistant social, on n'a pas le droit d'orienter vers un thérapeute en particulier. Voilà, bon, même si ça peut se faire, hein, il n'y a pas de sanctions particulières, mais voilà, souvent, voilà, il n'y a pas de possibilité pour les services sociaux d'orienter vers tel ou tel type de thérapeute. Est-ce que dans chaque hôpital, il y a un service d'aide aux victimes? Là, vous me posez une colle, parce que je ne sais pas si dans chaque hôpital, il y a un service d'aide aux victimes. Je ne sais même pas quel type de répertoire existe pour le service d'aide aux victimes tout court. Il y a des consultations. Il y a une consultation dans le 17e, c'était Gérard Lopez qui était la consultation de psychotraumatologie. Ils ont des délais d'attente plus que longs. Il y a des psychiatres qu'on peut orienter déjà un premier rendez-vous pour un psychiatre. Pourquoi pas? C'est pas non déontologique d'envoyer quelqu'un, d'adresser quelqu'un vers un médecin. Si ça se passe dans le cadre d'une entreprise, on peut faire appel en tant qu'assistant social à la médecine du travail, leur dire, écoutez, essayez de voir avec le médecin de travail, et lui, en tant que médecin, il n'a aucun problème d'orienter vers un autre médecin. Mais je pense que ça serait bien de travailler sous des répertoires des gens, des partages aussi des expériences ou des adresses. Le problème, c'est que la plupart de ceux que je connaisse, les gens sont hyper débordés, donc ils ont du mal à reprendre des gens. On a vu, par exemple, sur les consultations l'année dernière par rapport au Covid, les consultations psy, d'aide, et ainsi de suite, ben, ils ont été débordés au bout de 3 semaines. J'abonde complètement dans votre sens, docteur Véléa. Moi, du côté avocate, je vois beaucoup de gens arriver qui me disent, alors par exemple pour des gens qui ont des douleurs physiques très fortes et dont on n'arrive pas à détecter la source, alors on les oriente vers des centres antidouleurs, mais parfois les délais sont de 6 mois. Pareil pour le stress post-traumatique. Moi, ce que je vous invite à faire, mais c'est ma vision, je dirais, de praticienne, c'est qu'il ne faut pas attendre d'avoir un rendez-vous, même dans un service hyper spécialisé et reconnu. Il faut trouver le bon spécialiste, le bon thérapeute, déjà avoir la première prise en charge pour que, comme on le dit aujourd'hui, la parole déjà puisse commencer à se libérer et ne pas rester avec ça, puisque plus le stress post-traumatique est intégré et je dirais mal digéré, plus les manifestations sont fortes. Moi, je vois par exemple, docteur, j'aimerais que peut-être vous nous donniez un éclairage là-dessus. Moi, je vois beaucoup j'allais dire de patients, de clients qui se trouvent dans un état d'hypervigilance. C'est-à-dire que, par exemple, ne serait-ce que le fait que de se retrouver à une audience correctionnelle face à leur agresseur, qu'il soit leur mari, leur femme, un ex-conjoint, même parfois au prud'homme, quand ça a été un patron ou un collègue qui a harcelé, ça les met dans un état de stress extrêmement profond, alors qu'ils ont été en arrêt maladie, parfois une longue maladie pendant longtemps. Mais comme vous le disiez, cette reviviscence, en fait, l'idée même de la confrontation leur fait complètement perdre pied, alors que c'est des gens qui sont parfois suivis. Est-ce que moi je trouve que cette notion d'hypervigilance, moi je la ressens beaucoup en tant qu'avocate chez les clients que je reçois. Est-ce que vous partagez mon point de vue?
Oui, évidemment, il s'agit d'une hypervigilance, de méfiance, mais il s'agit surtout du réveil du traumatisme. Il s'agit pour des gens qui ont été en arrêt de maladie. Je prends un cas classique, histoire de prud'homme, un employeur ou un chef qui est complètement narcissique, qui est manipulateur, qui est insultant vis-à-vis du salarié, qui en a souffert, qui a peut-être fait même des thérapies, des dépressions, voire peut-être des tentatives de suicide. Malheureusement, c'est quelque chose qui est affolant à l'heure actuelle. Ce qui se passe, c'est affligeant tout ce niveau social. Évidemment que se retrouver face à un prud'homme, face à cette personne qui est décrite comme agresseur, c'est quelque chose de terrible. C'est pareil dans les histoires de viol où la victime doit se trouver au commissariat dans la même pièce que l'agresseur. Heureusement que les flics, ils ont mis ça en place, je trouve ça génial, où la victime, elle est devant et l'agresseur, il est derrière. Donc, ils ne sont pas confrontés, mais il y a la voix, il y a la sensation, la présence de l'autre dans la pièce. Et c'est là-dessus que ça, c'est un des indicateurs qu'on a, que les gens sont encore fragilisés, qui sont très, très sensibilisés. Après, évidemment, il y en a beaucoup qui vous diront, moi, ce que j'attends, c'est pas des milliards ou quoi que ce soit, ne serait-ce qu'un mot de la part de cette personne-là qui dit peut-être que je vous ai fait du mal. Malheureusement, quand on regarde que ce soit les mecs du Bataclan, que ce soit, j'en parle là, c'est un cas très médiatique à l'heure actuelle, Nordal Lelandais, c'est pas des gens qui expriment de remords. C'est une dimension dont la plupart des agresseurs, ceux qui sont calculés, je ne parle pas de mecs qui sont en train de se bastonner dans la rue, il y en a un qui met un coup de poing. Bon, ça peut arriver à beaucoup de gens. Je parle de ceux qui sont dans une dynamique faire du mal, dans cette optique de faire du mal. La relation à l'autre, elle est complètement déshumanisée. Et c'est ça qu'on doit expliquer aux victimes. Sachez que pour ces personnes-là, vous avez été un objet et qui va vous traiter comme un objet. N'attendez pas un regard d'humanité ou une larme quelconque, c'est du faux. Et quand on dit ça aux gens, c'est vrai que ça peut faire beaucoup plus de mal, parce qu'ils doivent s'entraîner à cette idée de rencontrer cette personne-là, en sachant que pour eux, ça ne vaut rien. Mais ils doivent être face à ça, parce que sinon, ça va être un double traumatisme qui va se mettre en place. Merci beaucoup, docteur Velléa. Ce que vous dites est extrêmement intéressant, parce que du côté de la justice, du côté du métier d'avocat, les gens qui viennent me voir, que ce soit dans le cas du préjudice corporel, et je reviendrai sur la technique, notamment la nomenclature d'un TIAC, les notions d'AIPP que vous, assistants sociaux RH, devez connaître pour mieux orienter les gens, parce que là, on rentre dans un jargon quand on parle de stress post-traumatique énorme, que ce soit sur le plan de la psychiatrie ou que ce soit sur le plan juridique. Mais ce que je voulais dire, c'est que en général, quand les gens viennent me voir au cabinet, ils ont beaucoup de mal à rentrer, je dirais, dans cette posture de victime. Ou alors, soit il y a des gens qui ne veulent pas du tout rentrer dans la posture de victime. On a beau leur dire, mais il faut que justice passe, ils refusent que ce soit le cas. Donc, il y a une sorte de blackout total. Ou alors, au contraire, et c'est ce que je voulais dire, c'est que des gens attendent beaucoup de la justice. Ils attendent de la justice qu'elles reconnaissent leur traumatisme, alors que l'agresseur ou l'assassin ou le contexte, que sais-je, lui, ne le reconnaîtra jamais. Et là, on est dans une sorte de biais, je dirais, d'angle mort, excusez-moi cette expression-là, où finalement, même si la procédure que vous lancez aboutit à une indemnisation intéressante, etc., eh bien, vu que la personne n'a pas été reconnue en tant que victime, etc., eh bien, finalement, le stress demeure, c'est-à-dire que la procédure judiciaire en elle-même, qui est parfois un biais, une sorte de faux semblant, dans laquelle on imagine, parce qu'on voit évidemment souvent la justice comme une sorte de grand théâtre, on va avoir le président, le procureur de la République, etc. Mais tout ça, ça se passe extrêmement rapidement. Je vous le dis à vous, assistants sociaux, RH, médecins du travail. Je ne vous parle pas de la cour d'assises, mais je vous parle par exemple en correctionnel. Ce sont des audiences qui durent 5 minutes, 10 minutes. C'est souvent des peines avec sursis. Et effectivement, la confrontation entre, par exemple, un agresseur et sa victime est extrêmement brève quand elle a lieu d'ailleurs. Et ce qui fait que tout ça est très insatisfaisant. Alors, je vais peut-être un peu trop vite, là, docteur Velléa, parce que j'aimerais passer votre petite présentation pour que vous explicitez bien à nos participants tous les aspects du syndrome de stress post-traumatique. Mais là où l'avocat ne peut pas faire grand-chose, je dirais, si ce n'est de défendre les droits de la personne, mais en tout cas, là où l'avocat ne peut pas rétablir la santé psychique de la personne, lui ôter en quelque sorte ce stress, et c'est parfois une pensée magique,
dirais, des clients qui viennent au cabinet que par une procédure réussie, tout ça va s'en aller. Quelles sont les techniques, vous, psychiatres, que vous déployez? Alors, on parle souvent de l'EMDR, qu'on peut déployer pour combattre, chasser ce syndrome de stress post-traumatique. Et deuxième question, est-ce qu'il est possible de l'évacuer complètement, ou est-ce que, par exemple, comme une infection nosocomiale qu'on aurait attrapée dans un hôpital, on doit vivre avec toute sa vie? Ben écoutez, vous posez des questions en mode provocateur, c'est très bien. Là, malheureusement, on est réduit à quelque chose, je dirais, c'est horrible de dire ça. Je me dis des fois, j'ai presque la chance d'être dans la place du psychiatre. Donc, c'est celui qui essaye d'apporter des réponses et d'accompagner la personne sur un mode psy, sur un mode réparateur, sur ce mode-là. Quand il s'agit de réparation financière, quand il s'agit d'une reconnaissance en justice, la plupart des gens que je vois, ils ont une trouille bleue d'y aller se confronter à l'agresseur, mais surtout du fait qu'on va donner un sursis ou que peut-être on va rien donner. Et que l'agresseur va s'en sortir de là-bas en souriant, en disant « bon, je m'en fous, je passe à autre chose », mais que la souffrance de la personne reste là-bas. Et là, je pense que ça repart à nouveau vers un traumatisme pour cette personne-là. Si on se résume à mes techniques ou les techniques du corps médical, donc ce sont évidemment le fait de mettre une parole sur quelque chose, le fait de verbaliser un événement, c'est déjà un premier pas dans tout. Que ce soit quelqu'un qui est alcoolique mais qui ne reconnaît pas son alcoolisme, quand il vient dire « j'ai un problème avec l'alcool », à ce moment-là, on a fait 50% du travail, le reste, on arrive à bricoler. Donc, une fois qu'on arrive à faire une reconnaissance. Pour le citer à nouveau Cyrulnik, il avait écrit un livre qui s'appelle « Mourir de dire la honte ». Et c'est exactement un sentiment que les victimes ressentent. C'est quand même difficile de voir, par exemple, des personnes adultes, familles, réalisées socialement, qui vous avouent que lors de l'enfance, il y a un traumatisme sexuel, un attouchement, une agression, qu'ils ont vécu une situation difficile de violence ou quoi que ce soit. Ne serait-ce que les violences à la maison par les parents qui mettent des gifles, ça peut créer ce type de traumatisme. Donc nous, on essaye évidemment avec la thérapie qu'on peut mettre en place, c'est souvent des thérapies cognitivo-comportementalistes. Il faut d'abord travailler sur les mauvaises pensées de soi. C'est ça où on rejoint un peu le MDR, ce que vous avez situé. Le MDR, pour expliquer brièvement aux gens, c'est une thérapie à base de mouvements oculaires. Ça veut dire qu'on retraite les informations à travers les mouvements oculaires entre l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. Donc automatiquement, il y a un retraitement des informations et des informations qu'on a peut-être occultées, on peut les retraiter autrement. Donc, ça surgit des associations d'idées. On peut travailler sous ce mode-là. Un point très important, donc, reconnaître les mauvaises pensées. Qu'est-ce que je pense négativement vis-à-vis de moi? Est-ce que je suis nul? Est-ce que je suis coupable? Est-ce que je suis responsable de m'être trouvé dans cette situation? J'étais à une fête avec des copines, des copains, et puis j'ai bu et ainsi de suite. Il y a quelqu'un qui a profité de moi, donc c'est de ma faute. Non, c'est pas de votre faute, c'est la faute de l'agresseur. Ainsi de suite. Donc, on essaie de rétablir ces pensées-là. Sur le mode comportement, on travaille justement sous ces conduites d'évitement. Je ne mets plus les pieds dans une soirée aussi. Vous devrez mettre les pieds. Donc, c'est des choses très simples. Dans mon comportement, je me rends compte que le fait de boire ou de fumer, ça me désinhibe et que je fais des actes où je fais des passages à l'acte que je ne sais pas comment les maîtriser par la suite. Si on travaille purement sous le MDR, là, c'est retraitement de l'information et on arrive au bout de tous ces mouvements de thérapie que la personne intègre qu'elle n'est pas responsable, qu'elle n'est pas coupable, qu'elle peut faire quelque chose et aller de l'avant. Et là, on arrive à une question qui est vraiment question de barrage. Est-ce qu'un jour, je m'en sortirai? Oui, vous allez vous en sortir. Mais est-ce qu'un jour, j'oublierai tout ça? Oublier, non. Mettre dans un compartiment de votre mémoire, oui. Les situations resteront là-bas et vous allez tout le temps les avoir en tête. Mais le cerveau, la psyché est capable aussi de cicatriser. Freud le disait clair et net, un traumatisme psychique laisse des cicatrices. On ne peut pas dire à quelqu'un, vous allez complètement guérir, moi je suis capable de tout faire, je peux vous donner tous les médicaments au monde et que vous allez être parfait. Ça s'appelle de la charlatanie. On vit avec ce type de traumatisme. Après, ce qui est très important, et ça c'est un sujet que vous avez abordé, vis-à-vis des familles. Malheureusement, on voit de plus en plus apparaître dans les consultations des gens qui savent dans le folklore familial, dans les secrets, dans les cryptes de famille qui sont enfuis quelque part, qu'il y a eu un traumatisme qui n'a pas été abordé par ceux qui étaient victimes directement à l'époque.
et qui arrivent au bout d'une transmission transgénérationnelle. Et ça, on le voit apparaître, c'est quelque chose de terrible. Il y a eu des études qui ont été faites sur les vétérans au Vietnam, ou voire plus loin, c'est une psychiatre américaine ou israélienne qui avait fait une étude sur la transmission transgénérationnelle des survivants de la Shoah, ça veut dire des gens qui sont venus des camps de concentration, qui n'ont pas dit un seul mot de ce qui s'est passé là-bas, parce qu'ils étaient lâches, parce qu'ils ont lui laissé faire, parce qu'ils ont vu leur famille périr, et parce qu'ils n'ont pas su réagir à ce qui s'était passé. Donc c'était la honte du survivant. Mais on voit apparaître, même pas chez leurs enfants, mais chez les petits-enfants, des attitudes d'évitement, des attitudes des crises d'angoisse terribles avec des phobies ou quoi que ce soit. Et quand on creuse un petit peu dans l'historique familial, on se rend compte qu'il y avait un stress post-traumatique qui était transmis à travers les générations. Donc ça c'est des aspects, évidemment, une thérapie, et comme toute thérapie, ça ne veut pas durer. Moi, je crois peu dans les thérapies en 10 séances, des thérapies brèves, surtout pour un traumatisme de ce genre-là. Je veux bien faire une thérapie brève quand il s'agit d'une séparation et que je souffre, ainsi de suite. Mais on voit de plus en plus apparaître pour les dépendantes affectives des thérapies, toujours basées sur les mêmes méthodes de travail émotionnel. C'est la thérapie de Bono, je pense qu'il s'appelle, c'est un Canadien, avec des médicaments et avec différentes manières de faire. On peut les appliquer aussi dans le post-trauma. Merci beaucoup, docteur Vélé. Alors, tout ça est extrêmement passionnant et l'heure tourne. Il nous reste 20 minutes. C'est pour ça, alors, plutôt que de faire un PowerPoint, ce qui va peut-être un peu alourdir votre propos qui est extrêmement dynamique, j'invite les participants à télécharger dans l'onglet Files, Documents, la présentation du docteur Véléa. Voilà, vous avez énormément de documentation, téléchargez-les. Elles sont extrêmement précieuses et pertinentes. Elles vous aideront à orienter au mieux vos salariés et vos agents. Et vous avez aussi un bon de consultation juridique gratuite. Voilà, je vous le dis rapidement, que vous connaissez pour ceux qui participent à nos webinaires et petits déjeuners juridiques depuis un an ou même pour certains depuis 10 ans. Vous pouvez tout à fait les orienter vers notre cabinet, notamment moi qui m'occupe du préjudice corporel au sein du cabinet Buchin-Gérubin. Et moi, j'ai la possibilité en tant qu'avocate, je suis moins tenue déontologiquement, je dirais, que les assistants sociaux. Je peux tout à fait orienter mes clients vers des praticiens, notamment vers le docteur Véléa, des psychothérapeutes, des psychiatres. C'est extrêmement important. En sachant qu'on ne se connaissait pas avant. Donc. Bien sûr, tout à fait. Mais en tout cas, voilà, quand je rencontre des praticiens qui connaissent bien leur sujet dont j'ai entendu parler, je me dis voilà, bon, je préfère orienter des personnes vers les personnes avec qui j'ai une sensibilité commune, je dirais, en termes de pratique professionnelle. Et en général, ça fonctionne assez bien. Mais je referme cette parenthèse. Je voulais vous le dire là au milieu du webinaire parce que ça me semblait important. J'aimerais venir sur un point particulier, mais qui n'est pas si particulier, docteur Véléa, et je vous invite, vous, assistants sociaux notamment, ou RH, ou médecins du travail, à interagir sur notre chat avant de répondre aux questions que quelques-uns ont posées. C'est que vous avez évoqué notamment, docteur Véléa, le syndrome de stress post-traumatique chez les personnes concernées directement, mais aussi chez les témoins d'agression, pas les gens qui subissent ça directement. Eh bien, moi, j'ai eu le cas de quelques assistantes sociales qui sont venues me voir de structures différentes, du privé ou du public, que je ne nommerai pas, qui sont allées voir des salariés à leur domicile, parce que ça fait partie, je dirais, de la fiche de poste de beaucoup d'assistantes sociales, de s'enquérir quand un salarié ou un agent n'est pas là depuis longtemps, n'est pas en arrêt maladie, n'a pas vu la médecine du travail. Et j'ai notamment des assistants sociaux. Là, pour le coup, c'était des femmes, j'ai 5-6 cas en tête, qui sont arrivés chez des gens qui allaient très, très mal. Et j'ai 3 cas à l'occasion desquels les assistantes sociales ont appelé les pompiers pour défoncer la porte et elles ont assisté à des suicides en direct ou à des gens qui étaient scarifiés ou à des gens qui étaient morts, par exemple. Et ce qui m'a semblé absolument sidérant, c'est que, a posteriori, les assistants sociaux notamment n'étaient pas du tout pris en charge par leur structure, qu'elle soit privée ou publique, pour traiter ce qu'elles avaient vu. Et moi, j'ai vu quand même quelques professionnels, soit parce qu'ils avaient été agressés, par exemple, par des personnes qu'ils recevaient lors de rendez-vous ou prises à partie très, très violemment, ou soit parce qu'elles avaient assisté dans la sphère privée à ce que je viens de décrire, à des visions extrêmement choquantes. Je me permettais de vous relater ça parce que c'est des choses auxquelles j'espère que vous ne serez jamais confrontés, mais c'est pas impossible que vous le soyez.
Et dans ce cas-là, vraiment, ne minimisez pas et demandez véritablement à ce que vous avez vu. Ne vous mettez pas systématiquement en arrêt maladie sans en parler à votre employeur. Parlez-en et que ce soit pris en charge par la structure. Je ne sais pas quel conseil vous donneriez, docteur Veléa, par rapport à ces contextes qui sont certes un peu particuliers, mais qui peuvent arriver. Vous avez bien fait de souligner ça parce que malheureusement, quand on est dans la première ligne en tant que professionnel, on a du mal des fois à s'avouer à soi-même et à avouer aux autres qu'on était très fragilisé, impacté par ce qu'on avait vu. Il n'y a pas de honte, il ne faut pas se gêner. On n'est pas pour autant un surhomme ou une surfemme si on assume ces histoires-là en se disant ça y est, j'ai pas à le dire parce que les gens vont penser que je ne suis pas capable. La prochaine fois, on m'envoie plus là-dessus. Malheureusement, je vois des tas de situations comme ça chez des gens de la police ou de l'armée, surtout ceux qui ont fait des missions à l'extérieur, qui ont vu et qui ont participé à des scènes dont ils sont pas tellement friands à raconter tout de suite. Malheureusement, il n'y a pas eu de débriefing rapide, il n'y a pas eu de raconter la chose, émotion, parler de qu'est-ce qu'ils ont vu, de qu'est-ce qu'ils auraient pu faire mieux, et ils se ressentent maintenant. Ils se ressentent maintenant, et la meilleure adaptation que les gens trouvent là-dedans, en sachant que c'est la pire, ce sont les conduites addictives. Beaucoup de gens qui boivent, il y a énormément de gens qui ont fait un questionnaire très simple, basique, pourquoi vous buvez, il y a un élément post-traumatique derrière. Donc, automatiquement, on doit s'inquiéter. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont laissé passer ces moments-là sans solliciter de l'aide, en sachant qu'ils sont tout à fait en droit de solliciter. Non seulement, bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est ce que je viens de préconiser, non seulement solliciter de l'aide, mais ce que je vous invite à faire, solliciter de l'aide au sein de l'entreprise, parce qu'il s'agit de la responsabilité de l'entreprise. Vous qui êtes, qui représentez des professionnels qui sont en quelque sorte aussi dans une posture de soins, d'aide, eh bien, sachez que la responsabilité de l'employeur en termes de sécurité, de santé de ses salariés vous concerne à vous aussi en tant que professionnel. Et ce n'est pas parce que vous êtes en front, je dirais, ou dans cette posture de soins qu'il faut minimiser ce que vous pouvez rencontrer. Donc, n'hésitez pas à faire remonter l'information et même à demander à l'employeur si ces contextes-là sont trop répétitifs et anxiogènes, à ce qu'il y ait une circulaire interne, à ce que vous puissiez en parler avec différents membres de différents services et que la situation puisse être posée et que vous puissiez vraiment bénéficier d'une prise en charge, à la hauteur. Charlotte nous dit qu'il y a des associations, bien évidemment, il y en a qui sont extrêmement bien. Elle parle de l'ADAVIP. Céline parle des UMJ. Bien sûr, c'est vrai, il y a les UMJ, mais les UMJ, Céline, c'est assez rapide. Hein, on va aux UMJ, il y a un certificat et on en sort. C'est pas, comment dire, un traitement de longue durée, hein, n'est-ce pas, docteur Veléa? Et les UMJ, que ce soit à Créteil, que ce soit au Hôtel-Dieu, j'en passe, c'est des étapes obligatoires dans la reconnaissance du traumatisme. Mais c'est tout un procédé pour y aller là-bas. Il faut d'abord y aller à la police, porter plainte, être auditionné. Ensuite, orienté par le médecin traitant, c'est lui qui va établir les IPP, les ITT, pas les IPP, vers les UMJ. Mais les UMJ, ce ne sont pas des psychiatres, ce sont des médecins légistes, la plupart d'entre eux. Donc, ils vont faire une constatation sur les blessures, sur le côté psychique, ainsi de suite. Ensuite, il faut orienter, il y a des consultations, par exemple, de souffrance au travail qui se développent de plus en plus. Il y en a 4 en Île-de-France qui travaillent justement sur le stress post-traumatique dans le sein des entreprises. Il y a de plus en plus de structures qui se développent. Après, malheureusement, là, je vais vous donner la bonne nouvelle, les délais d'attente, c'est 2-3 mois. Que ce soit en consultation libérale, mon cas, ou que ce soit dans ce type de consultation. Et c'est quand on connaît les gens. Donc, on est dans un système vraiment, on ne comprend plus rien vers quoi on y va. Là, on s'est rendu compte qu'il y aura un besoin énorme par rapport au confinement. On a vu le drame psychologique et social qui s'installe. Et ils parlent de plus en plus peut-être de rembourser les consultations des psychologues qui sont formés, la plupart d'entre eux sont formés, aptes à faire ça. Mais après, il va falloir peut-être mettre en place tout des tas de structures. Ça va nous coûter beaucoup plus cher une souffrance qui s'installe à long terme que d'agir rapidement avec des débriefings ou avec des conduites immédiates. Merci beaucoup, docteur Veléa. Alors, pour rebondir sur des notions que vous avez soulevées, d'ITT, etc., là, je vais rentrer plus dans ma partie. C'est-à-dire, vous, assistants sociaux, RH, médecins du travail, au-delà
d'engager les gens à aller soit dans une consultation publique, soit dans une consultation privée. Sur le plan juridique et judiciaire, qu'est-ce qu'on fait? Alors, quand vous êtes face, évidemment, que ce soit un accident de la vie, un accident de la route, un accident médical, une agression, que ce soit sexuelle, de l'inceste, un viol, des violences conjugales ou intrafamiliales, bien sûr, la première chose à faire, c'est porter plainte. Or, porter plainte, c'est très difficile de demander aux gens de faire cette démarche in extenso. Je vous le dis, je vous le redis, c'est très important. Il y a un gap profond entre ce que préconise la loi, les ministères, voilà, toutes les nouvelles ordonnances qui sortent, etc., en disant oui, il faut absolument pousser les gens à porter plainte. Il faut savoir que c'est une démarche extrêmement difficile, qui demande souvent beaucoup de courage. Et ce n'est, pour moi, en tant qu'avocate, c'est souvent pas la première démarche vers laquelle il faut entraîner, je dirais, la personne. La personne doit d'abord avoir une vision très nette de tout le préjudice qu'elle a subi. Et c'est là que ça va être extrêmement important et je vous invite vraiment, vraiment à le garder en tête. Aujourd'hui, on parle du syndrome de stress post-traumatique. On ne parle pas d'une petite chose parmi plein d'autres types de préjudices. On parle parfois d'un seul et même préjudice dont les ramifications sont extrêmement importantes. Ça veut dire l'influence est énorme. Par exemple, quelqu'un qui a subi un stress post-traumatique très important, peu importe le contexte, ça a des incidences sur sa vie familiale, sur sa vie professionnelle, sur sa vie sexuelle, sur ses loisirs, sur ses projets d'enfants, sur énormément de choses. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Je vous dis ça parce qu'en droit, le principe de la réparation du préjudice corporel, qu'il s'intègre dans le médical stricto sensu ou même dans le droit pénal, dans le droit de la famille, même devant le juge des enfants, dans le droit du travail. La notion juridique extrêmement importante, c'est la réparation intégrale du préjudice. C'est-à-dire que quand on va réparer un stress traumatique, on ne va pas juste réparer un petit truc, un petit trouble de la personne, parce que la personne, elle est un peu angoissée, elle est un peu stressée. Non. On va réparer les conséquences de ce stress sur tous les ensembles de sa vie. Et là où c'est extrêmement important, il faut absolument que vous connaissiez ça, vous professionnels, c'est la nomenclature d'un TIAC. La nomenclature d'un TIAC, c'est un ancien président de la Cour de cassation qui s'appelle Jean-Pierre Dintillac, je vous fais ça très rapidement, qui en 2005 a dit la jurisprudence est trop disparate en matière de réparation du préjudice corporel. On va mettre ça dans une nomenclature, c'est-à-dire on va compartimenter poste de préjudice par poste de préjudice. Je vous passe un toute petite présentation sur ce sujet-là. La nomenclature d'un TIAC, il faut absolument que vous la connaissiez parce que ça va vous permettre, avant d'engager la personne à porter plainte, à analyser avec elle, même si vous n'êtes pas juriste, même si vous n'êtes pas avocat, même si vous n'êtes pas médecin, même si vous n'êtes pas psychiatre, à essayer d'identifier avec elle toutes les conséquences dans sa vie qu'a causé ce fameux stress. Donc, cette nomenclature, elle fixe les principes pour l'évaluation de la réparation qui résulte d'infractions ayant causé des dommages corporels à une victime. Et quand on parle de dommages corporels, on parle aussi de dommages psychiques. C'est très important parce que ce syndrome de stress post-traumatique est très largement sous-évalué, même comme le dit le docteur Velia, par les médecins eux-mêmes, parfois les psychiatres eux-mêmes et les avocats. Donc là, cette présentation, vous l'aurez dans l'onglet Files, vous pourrez la télécharger, vous l'aurez après aussi sur notre site. Mais sachez que, je vous le fais très rapidement, les choses se distinguent entre deux grandes catégories, ce qu'on appelle les préjudices patrimoniaux et les préjudices extra-patrimoniaux. Les préjudices patrimoniaux, c'est tout ce qui a trait à la vie de la personne, sa santé, son logement, son véhicule, si elle a besoin d'une aide à domicile, la perte de gains professionnels, l'incidence professionnelle, si elle est étudiant ou collégien ou écolier ou même en maternelle, le préjudice scolaire universitaire, la perte de gains professionnels. Bref, c'est un arc-en-ciel, je dirais, de postes de préjudice. Et là où ça va être intéressant pour vous professionnels, c'est que je vous invite à prendre type de poste par type de poste et vous poser des questions très simples aux gens en sujet verbe complément en leur disant quelles sont les dépenses de santé que vous avez effectuées? Avez-vous eu des pertes de gains? Avez-vous dû adapter votre logement, votre véhicule? Avez-vous dû demander à une femme de ménage ou une aide, etc.
Voilà, donc ça, c'est extrêmement important. Et pareil pour l'extra-patrimonial. L'extra-patrimonial, c'est effectivement toute la souffrance physique et psychique. Et ça, c'est des termes que vous devez connaître parce que c'est un jargon qui paraît très abscon quand on ne le connaît pas. C'est le déficit fonctionnel temporaire, ça veut dire ce que la personne subit sur le plan physique à titre temporaire. Vous avez le permanent. Quand on parle de consolidation, ça c'est un terme extrêmement important et je vais tout de suite vous interroger dessus, docteur Velia. La consolidation, c'est quand l'état de la personne est fixé. Mais sachez que pour tout ce qui est extra-patrimonial, vous avez le préjudice d'esthétique, vous avez le préjudice sexuel, vous avez le préjudice lié à des pathologies évolutives, vous avez les préjudices d'établissement, c'est-à-dire quelqu'un qui avait un projet de fonder un foyer, de se marier ou d'avoir un deuxième enfant ou un troisième enfant, les souffrances sur durée, etc. Sachez qu'il y a un point extrêmement important qui guide, je dirais, l'évaluation de ces 27 postes de préjudice. C'est cette notion d'AIPP. L'AIPP, c'est l'atteinte à l'intégrité physique et psychique. Et là, c'est un expert médical, ça vous ne pouvez pas vous aventurer là-dedans, vous, assistants sociaux, RH ou le médecin du travail peut-être peut un peu plus s'avancer sur ces questions-là, mais en tout cas, l'évaluation du taux d'incapacité de la personne à titre définitif, ça veut dire qu'elle va devoir prendre en charge toute sa vie, elle va devoir vivre avec ça, eh bien, il est fixé dans ce tableau qui paraît extrêmement compliqué, et là, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais sachez que le syndrome de stress post-traumatique peut permettre de surévaluer un préjudice physique. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un qui a un accident de la route, qui a subi une amputation ou une chirurgie orthopédique, etc., si elle est durablement traumatisée, eh bien, par exemple, si elle a un taux concernant l'accident lui-même sur le plan physique, moteur de, je ne sais pas, de 25%, eh bien, si le syndrome de stress post-traumatique est extrêmement important, on peut parfois rajouter 20%. Ce qui fait que la personne ne sera pas indemnisée à hauteur de 25%, mais elle sera indemnisée à hauteur de 45%. Ce qui fait que, par exemple, ça va doubler l'évaluation. Tout ça pour vous dire que cette notion-là de syndrome de stress post-traumatique, ce n'est pas une notion nébuleuse perdue parmi tant d'autres lorsque une personne a un accident ou une agression. C'est vraiment une notion centrale qui, quand bien même il n'y aurait pas de dommages physiques sur la personne, peut avoir des ramifications sur tous les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux que je vous ai exposés. Docteur Velia, est-ce que vous aussi, vous constatez que l'évaluation, je dirais, de toutes les ramifications du stress post-traumatique est encore aujourd'hui peu soulevée, pas assez bien soulevée, même peut-être pas assez compris par les médecins eux-mêmes? Le constat, il est très amer, et je vous explique pourquoi. Parce qu'en tant que médecin psychiatre, selon la déontologie médicale et la rédaction, le mot de rédiger un certificat, je ne peux pas faire référence à un quelconque traumatisme dont je n'ai pas été témoin. Situation traumatique ou quoi que ce soit, c'est niet. Donc, je constate qu'à la date j'ai reçu en consultation monsieur ou madame qui présente des signes d'un syndrome dépressif, voilà, que j'ai pu, avec des formules qu'on a envie de tomber raide, que j'ai pu constater personnellement. Cette personne évoque des événements qui sont survenus, mais sans citer les événements. Et je constate aussi des manifestations de stress post-traumatique et je liste tout. Ensuite, parce que tout le reste, c'est attaquable par les avocats des entreprises ou de quiconque, devant le Conseil de l'ordre qui annule complètement. Donc ça, c'est le certificat type. On ne va pas relater les choses. Quand il s'agit d'un syndrome de stress post-traumatique, ok, on fait les constats. Si je mentionne la personne précise avoir été au Bataclan, personne ne va venir s'inquiéter de la situation du certificat. Si je dis dans l'entreprise, la personne a subi ça, et elle présente ces manifestations, je ne peux faire aucunement référence à quoi que ce soit. D'où la nécessité, et c'est ça qui est important, de savoir qu'il existe des experts psychiatres qui sont certifiés auprès des tribunaux. Eux, ils peuvent faire référence à ce qu'ils entendent, avec un certificat de médecin comme moi, ce qu'ils ont entendu, et ils peuvent dire, la personne raconte ça. Ce sont des gens qui sont assermentés en tant que psychiatre. Moi, j'ai refusé d'être dans l'expertise. Il y a aussi un autre problème. Le double impact, comme vous dites, d'un traumatisme physique qui se double d'un stress post-traumatique.
J'ai le cas, un jeune homme, chantier, il a un engin de chantier qui lui coupe 2 doigts, donc souffrance psychique énorme, des douleurs atroces, troubles du sommeil, tout ce qui va avec. Électromyographie qui atteste qu'il n'a plus la capacité de faire quoi que ce soit avec sa main. Les gens qui l'ont vu au début n'ont pas du tout pensé, c'était des urgences hospitalières, n'ont pas pensé que cette personne puisse présenter des troubles par la suite. Sauf que face à ces plaintes dont la psychologue du service l'a adressé en consultation. Donc là, j'ai dû refaire, en plus de l'arrêt initial, donc qui était un arrêt d'accident de travail sous cause physique, j'ai dû refaire un autre arrêt sous cause psychique. Bon, ça a aidé la personne, ça a fait quelque chose. Donc c'est tout un truc. Pourquoi je vous dis ça? Parce que de la part des médecins spécialistes ou quoi que ce soit, c'est un boulot énorme, avec une responsabilité énorme. Donc il y en a beaucoup qui ne veulent pas se mouiller. Et ça, c'est quelque chose que je l'ai déjà dit devant mes confrères quand j'étais confronté à une situation de plainte parce que le certificat ne plaisait pas. J'ai dit, mais on va se trouver avec des gens qui vont faire le simple constat. Monsieur est en entretien, il prend ses antidépresseurs, point à la ligne, mais on ne va pas faire mention de quoi que ce soit. Donc, s'il n'y a pas un changement qui va se manifester, par exemple, ne serait-ce que sur le burn-out, c'est un sujet un peu à part, mais ça fait partie aussi, j'imagine, des préoccupations des gens qui écoutent. Si on ne fait pas un travail pour pouvoir vraiment définir de quoi il s'agit, en se basant que le médecin qui fait un constat, il n'est pas de complaisance ou il n'est pas intéressé financièrement, je pense qu'à un moment donné, on va se trouver avec énormément de souffrances accumulées où les gens ne sauront plus quoi faire à part de s'alcooliser et de prendre des cachetons. Tout à fait. Et c'est la raison pour laquelle, moi, ce que je conseille aussi à mes clients, c'est que s'ils veulent faire valoriser dans le cadre d'une expertise médicale le syndrome de stress post-traumatique, il faut absolument qu'ils aient un suivi en amont par un psychiatre, etc. Et malheureusement, c'est là que on est c'est un peu une sorte, je dirais, de nœud gordien. C'est-à-dire que les gens qui ont subi des stress post-traumatiques extrêmement importants, ce sont parfois ceux-là même qui ne vont pas voir des psychiatres. Et le jour de l'expertise, moi souvent l'expert judiciaire ou lorsque c'est via des assurances d'une expertise contradictoire amiable, on me demande, bah oui, vous dites que vous avez été extrêmement traumatisé par l'événement, mais est-ce que vous êtes suivi? Ben non, vous n'êtes pas suivi. Alors pourquoi? Alors là, on touche vraiment un problème, docteur Velia. C'est-à-dire que moi, en tout cas, de ce que je vois, et j'ai voilà, modestement une expérience en la matière, c'est que si on n'a pas de pièces pour valoriser un suivi psychologique ou psychiatrique qui démontrerait qu'il y a un parcours thérapeutique voilà, concernant le syndrome de stress post-traumatique, on n'arrive pas vraiment à faire valoir, on n'arrive pas à faire évaluer ce syndrome. Ben, là, le constat que vous faites, il est complètement réel. Parce qu'on est en train de voir avec les patients, et on leur dit, nous, en tant que médecins, ce n'est pas forcément notre boulot, qu'ils ont intérêt d'avoir un maximum d'éléments, que ce soit d'ordre médical, que ce soit d'ordre de prescription médicamenteuse, en termes de suivi. Parce que pour un dossier, là, maintenant, on ne juge plus le traumatisme de la personne, on va juger l'épaisseur du dossier, les éléments qui sont dans le dossier. Et ça, ce n'est pas forcément quelque chose qui va rendre service à ces victimes. Merci, docteur Velia. Donc, voilà, je vous confirme à vous, professionnels, il faut vraiment inciter les personnes avant d'engager une expertise contradictoire ou même une procédure correctionnelle, c'est-à-dire au pénal. Il suffit pas simplement de dire, bah voilà, j'ai des préjudices énormes et je me sens très stressée. Il faut démontrer qu'on a engagé un parcours thérapeutique, c'est extrêmement important. Si on ne l'a pas fait, malheureusement, ce sera très difficile de faire valoir cela, que ce soit dans le cas d'une expertise médicale ou même dans le cas d'une procédure correctionnelle. J'insiste aussi sur une jurisprudence constante, extrêmement intéressante de 2014, qui décorrèle, alors là aussi je ne vous fais pas un cours de droit et on va conclure dans 3 minutes, c'est que, vous savez, quand on parle d'agression, d'accident, de stress post-traumatique, on pourrait penser à la notion de préjudice moral. La notion de préjudice moral, elle émerge en droit pénal, en procédure pénale. La notion de préjudice moral n'a pas à se confondre avec la notion de syndrome de stress post-traumatique. Vous avez une jurisprudence dans l'onglet les documents que vous pouvez télécharger. Il s'agissait d'un policier qui avait été, malheureusement, c'est l'actualité avec le policier qui a été abattu à Avignon, qui avait été extrêmement traumatisé par une descente dans une cave où ils avaient raflé des armes, etc.
Et il avait été mis en joue par un des personnes qui avaient été arrêtées. Et bien que policier aguerri, il avait été très durablement choqué par ce qu'il avait vécu. Et bien, ce qui est très intéressant, c'est que la Cour d'appel a voulu minimiser le préjudice de ce policier en disant bon, bah, ce que vous avez subi, on va vous le réparer, on va demander à la personne qui est aujourd'hui incarcérée, qui vous a mis le pistolet sur la tempe, de vous donner, puisque c'était une plainte avec constitution de partie civile, des dommages-intérêts de l'ordre de 10 000 euros au titre du préjudice moral que vous avez subi. Et là où c'était fort, c'est que la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'appel en disant non, il ne s'agit pas seulement d'un préjudice moral, il s'agit aussi d'un syndrome de stress post-traumatique qu'il s'agit lui aussi d'évaluer. Donc ça, c'est très important. Je voulais terminer en parlant de cette jurisprudence pour bien mettre en lumière que cette notion de syndrome de stress post-traumatique, on en parle pour plein de choses. On en parle pour les élèves qui n'ont pas envie de rentrer à l'école, où tout le monde est un peu stressé en période de Covid, etc. On en parle, comme vous l'avez tellement évoqué avec précision, docteur Véléa, voilà, des personnes qui étaient au Bataclan. Donc, vous voyez, c'est une notion un peu à l'emporte-pièce, mais c'est pas parce que c'est une notion dont on entend parler, qui, je dirais, est un peu vulgarisée, qu'elle ne vaut pas en justice. Elle vaut dans toutes les matières du droit, et je vous le redis, c'est extrêmement important. Elle vaut en droit de la famille, elle vaut en droit du travail, elle vaut pour une agression, elle vaut elle vaut pour un accident. Donc tout ça, le prisme est extrêmement large, et en tant que tel, le syndrome de stress post-traumatique doit être évalué et doit être réparé. Et non seulement il doit être réparé lui-même, mais toutes ses conséquences dans la vie de la personne, que ce soit sur le plan patrimonial, extra-patrimonial, doit être indemnisé. D'où l'importance de bien faire prendre conscience aux gens que ce n'est pas parce qu'ils ont simplement, entre guillemets, subi un préjudice psychique qu'ils ne peuvent pas obtenir une indemnisation. Et c'est souvent un présupposé qu'ont beaucoup de clients. Alors, le format était très court, mais je pense qu'on a pu vous offrir, je dirais, presque la substantifique moelle de la matière. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à m'envoyer un mail. Vous connaissez mon adresse mail, judith@buchinger-revin.com. Si vous voulez poser des questions au docteur Véléa, je peux vous orienter vers son mail, ou peut-être vous pouvez nous dire, docteur, comment est-ce qu'on peut éventuellement… Le plus simple, sincèrement, c'est via le mail. Donc, vous avez mon mail, les gens peuvent m'envoyer par mail de demande, et puis évidemment, ça dépend de l'ampleur de la demande par rapport à la célérité de ma réponse. Donc, il n'y a pas de souci. D'accord, très bien. Je vous remercie beaucoup, docteur. Est-ce que vous auriez un mot de la fin ou quelque chose que vous n'avez pas encore dit, que vous aimeriez nous livrer? Mais moi, c'est ce que je dis à mes patients. Bon, ça fait anglicisme, mais c'est valable. Je leur dis never give up, ne jamais renoncer. Je pense que ça peut être un leitmotiv très intéressant. Même si on a subi ça, on n'abandonne pas, on continue. On trouve tout le temps des solutions. Toujours, toujours. Voilà, on était là pour vous le dire aujourd'hui. Merci beaucoup, docteur Véléa, de votre participation. Passionnant, je n'hésiterai pas à faire appel à vous pour d'autres thématiques. Votre expertise est large. Merci à vous d'avoir participé massivement à ce webinaire. Et on est donc à votre disposition. N'hésitez pas à vous inscrire au prochain webinaire sur des thématiques tout aussi passionnantes et intéressantes. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une bonne après-midi. Portez-vous bien. Et voilà. Comme dit le docteur Véléa, jamais abandonner. Jamais abandonner. Vivement la fin du Covid. Voilà, exactement. À bientôt, docteur. À bientôt. Au revoir à toutes et à tous. Au revoir.